Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien au French Débat. L'idée de ce moment ensemble est donc de revenir sur votre carrière politique, de la mairie de Lyon en passant par le ministère de l'Intérieur. Nous voulons tout comprendre. Oh là. Bon, déjà pour démarrer, retour sur une date marquante de votre parcours, le 25 mars 2001. À cette date-là, vous êtes donc élu maire de Lyon, après plus de 20 ans d'opposition. D'un point de vue personnel et politique, Gérard Collomb, qu'est-ce que cette écharpe de maire finalement a changé dans votre rapport à la ville et à ses habitants? Mais d'une certaine manière, pour moi, j'ai été davantage ému lorsque je suis devenu maire du 9e arrondissement, en face, ici, que lorsque j'ai été élu maire de Lyon. Évidemment, quand vous êtes maire de Lyon, vous sentez une terrible responsabilité. Vous arrivez dans le bureau, qui est assez impressionnant. Si vous êtes allé aux Journées du patrimoine, vous avez pu le voir. Et puis, vous n'avez aucun dossier. Et donc, à partir de là, vous dites, il faut que je passe de la théorie à la pratique. Parce que c'est une chose d'avoir des idées, d'avoir un programme, puis c'est une autre de le mettre en forme et de l'appliquer. Alors, vous connaissez d'abord de terribles moments de solitude, où dans les premières réunions d'adjoints, il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, qui soit à l'ordre du jour. Puis petit à petit, ben voilà, vous construisez un programme, un projet, et vous le mettez en œuvre. Et je crois qu'on voit bien qu'en l'espace de 20 ans, Lyon, l'agglomération, ont totalement changé. Ouais, on aura l'occasion justement d'y revenir. Donc en 2001, vous êtes élu avec l'étiquette du Parti socialiste. Le monde de l'entreprise s'est alors inquiété. Ils se sont dit fini l'économie et l'innovation. Pour autant, vous avez entamé un travail de fond pour les séduire, devenant même pour certains le meilleur ami des patrons. Quels sont les obstacles idéologiques, politiques ou économiques que vous avez dû surmonter pour justement convaincre ces chefs d'entreprise que vous pouviez être à la fois un maire de gauche et un allié des entreprises? Dans mon rapport à l'économie, si vous voulez, il y a deux éléments qui ont été fondamentaux pour moi. D'abord, avant d'avoir été élu maire de Lyon, il se trouve que j'avais été élu député en 1981. Et vous vous souvenez sans doute, vous n'étiez pas né, mais de cette époque, au moins d'une manière historique. Et donc, à l'époque, moi, j'avais la foi du charbonnier. Je me disais, il y a des gens qui sont de grands penseurs économiques, ça va aller mieux, la relance par la consommation, etc. etc. Et puis je me suis aperçu en 82-83 qu'on allait totalement dans le mur. Alors d'un point de vue, si vous voulez, intellectuel, théorique, et parce que à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, vous avez des livres comme vous en voulez, j'ai commencé à lire un peu d'économie. Et puis, je suis allé rencontrer, comme vous faites aujourd'hui, les auteurs que je lisais. Je commençais à discuter, à devenir ami avec eux. Et donc, l'économie, pour moi, est devenue un sujet de préoccupation. Le deuxième point, il est, si je puis dire, plus pratique. Il se trouve que j'avais été élu, comme je viens de vous le dire, maire du 9e arrondissement. Et ce 9e arrondissement était un ancien arrondissement industriel dans lequel toutes les industries avaient fermé. Donc, d'un point de vue pratique, il fallait que je relance les choses. Et j'ai relancé avec Bruno Bonnel, avec Jean-Michel Aulas, etc., etc. Et finalement, déjà, il y avait un premier rapport avec certains chefs d'entreprise qui se disaient, à l'époque j'étais plus jeune, hein, qui se disaient, ce petit jeune, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Et voilà, on a commencé, puis ils ont vu qu'on voulait développer l'économie, qu'on était toujours dans la recherche de l'innovation, qu'on essayait d'avoir un temps d'avance, et ils se sont dit, pas mal. Et après, ils ont dit, bah voilà, à la fin, lors de la réélection, ils ont dit, on le garde. Est-ce que vous avez eu des obstacles que vous avez dû surmonter? Ah bah, il y a toujours des obstacles, si vous voulez, les choses ne sont pas faciles. Vous voyez par exemple la tour InCity. On lance donc le programme de la tour InCity et paf, c'est 2008, le crash financier. Donc là, vous sentez le promoteur d'abord, parce que lui, c'est son argent, mais moi, c'est un échec si j'arrive pas à le faire. Donc vous essayez d'appeler et de trouver des banques qui acceptent, malgré les circonstances, de prêter. Et vous voyez, le dernier partenaire que j'ai pu trouver, c'était la Bank of China, et j'ai été obligé d'appeler le patron monde de la Bank of China. Donc vous voyez, il y a effectivement quelques difficultés. 3 mandats entre 2001 et 2020, pendant lesquels vous avez mené de grands projets.
les berges du Rhône, le quartier de la Confluence, la rénovation de l'Hôtel-Dieu ou encore l'arrivée des Vélov, pour n'en citer que quelques-uns. Des projets qui sont souvent qualifiés comme novateurs. Comment faites-vous pour développer une vision stratégique de la ville de demain avec, si je peux me permettre, un temps d'avance sur ses habitants? Alors d'abord, vous avez souvent un temps d'avance. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les choses se font spontanément et qu'il suffit de réunir 50 personnes pour faire un projet. Parce qu'en général, vous réunissez 50 personnes, vous avez 30 avis différents. Donc, d'abord, il faut vous entourer de gens qui sont de qualité. Et moi, j'avais pris pour ces projets des grands urbanistes, des grands architectes, de manière à ce qu'ils puissent nous indiquer ce qu'il y avait de meilleur. Et puis après, évidemment, il faut écouter, vous dire, vous entendre dire ce qui ne peut pas marcher, et surtout être pragmatique. Vous voyez, par exemple, sur un projet comme la Confluence, avant moi, sous Raymond Barre, il y avait eu aussi une grande équipe d'architectes. Mais ils étaient, si je puis dire, trop dans le détail, et le projet n'avait jamais marché. Et au moment où il a fallu choisir un autre urbaniste, j'ai dit, je vais prendre quelqu'un de pragmatique. Parce que le projet, il va prendre 20 ans. Comment sera la société dans 20 ans? Je n'en sais rien. Donc, il faut avoir des grandes lignes directrices, puis après, faire avec le temps et en fonction de l'évolution des technologies, par exemple. On vous entend souvent parler de références à l'étranger, justement, pour les projets que vous avez menés. Est-ce que justement le rayonnement, la recherche de rayonnement international était finalement un motif important dans l'élaboration de tous ces projets? Alors d'abord, si vous voulez, j'ai eu la chance, avant d'être maire de Lyon, de voyager un peu. D'abord, si vous voulez, mon modèle, et j'avais des amis là-bas qui étaient à l'époque, qui exerçaient les fonctions de maire, Barcelone, qui pour moi était un modèle. Parce que Barcelone, au début, c'est parti de rien. Il se trouve que je faisais un peu de voile, et j'allais souvent à Barcelone. Et donc, je voyais l'évolution de Barcelone, où au départ, il n'y avait strictement rien du tout, puis tout d'un coup, qui était devenue la ville de référence. Et donc j'étais allé les voir et je leur avais demandé chaque fois, expliquez-moi comment vous faites sur vos plans d'urbanisme, sur les technologies modernes, comment vous utilisez par exemple le premier événement qui a lancé Barcelone, c'était la venue du pape. Donc évidemment c'était un événement religieux, mais en même temps d'un point de vue touristique, ça vous lance dans le monde entier. Et donc profiter de grands événements comme cela pour lancer une ville. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'économie, qu'il faut travailler sur l'événementiel, sur la culture, sur le tourisme, sur le sport, et donc avoir toute une palette de manière à ce qu'on dise waouh, ça bouge là-bas. Et donc les gens le voient à travers le monde. Ensuite, j'étais allé beaucoup en Amérique du Sud, un peu en Afrique, dans l'Europe de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin, parce que je m'occupais à l'époque d'une fondation qui faisait de la coopération internationale, et puis beaucoup en Asie. Et donc, évidemment, j'avais vu toutes les grandes villes du monde et j'essayais de prendre ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, par exemple, le tunnel sous la Croix-Rousse, là où il y a les images. J'ai pris cette idée à Shanghai, où sous le fleuve, il y a un petit bus qui passe comme ça et qui vous projette des images un peu comme ici. Et je me suis dit, tiens, si un jour il faut que je fasse un nouveau tunnel, je mettrai quelque chose comme ça. Donc ici, Lyon, c'est, on va dire, une construction qui s'est faite à partir, par exemple, la Confluence. La Confluence, c'est un mélange de Buenos Aires. Ils avaient refait le port, ça s'appelle Puerto Madero. J'avais dit c'est bien ce qu'ils font. C'est un mélange évidemment des docks londoniens, puis en même temps de Barcelone, voilà, et refait à la façon lyonnaise, bien évidemment. Maintenant, parlons d'un autre moment important de votre carrière politique, votre engagement derrière Emmanuel Macron. Vous le rencontrez pour la première fois en 2013. Il est alors secrétaire général adjoint de l'Élysée. Personne n'envisage le début d'une candidature à la présidentielle à ce moment-là. Pour autant, vous êtes le premier grand élu à lui faire confiance. Quels ont été les éléments qui vous ont permis de croire dès 2016 qu'Emmanuel Macron pourrait, sans parti, conquérir l'Élysée? Alors les choses se font de la manière suivante. Donc comme vous le dites, je le rencontre un soir pour dîner. Il se trouve que ce soir-là, j'étais assez pressé. Et donc je commence le dîner avec lui, puis au bout de quelques temps, je lui dis je n'ai plus le temps, on se reverra une prochaine fois. Puis à l'époque, j'animais au Parti socialiste, on va dire le courant réformateur.
Et donc voilà, moi je me suis toujours considéré comme un social réformiste, donc voulant que l'économie et le social puissent aller de pair. Et donc on lance au PS le pôle réformateur. Et puis donc Emmanuel Macron devient ministre de l'économie. Et comme vous le savez, au Parti socialiste, il y a des universités d'été qui ont lieu à La Rochelle. Et donc le PS décide de ne pas inviter Emmanuel Macron parce qu'il le trouvait trop à droite. Alors nous qui avions un esprit un peu taquin, on organisait une université d'été à Bordeaux. On dit bah tiens, bah, nous on va inviter Emmanuel Macron. Et là il fait un discours absolument formidable. Vous voyez, au PS, on rabâchait un peu toujours les mêmes choses, le monde d'il y a 30 ans, et là, lui, il parlait du monde de l'avenir. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Je l'ai fait venir donc quelques fois à Lyon pour, d'une certaine manière, le tester, si je puis dire, et je trouvais que c'était bien. Et donc, à un moment donné, quand il lance son mouvement, on ne savait pas qu'il allait devenir président de la République. Et pour ne rien vous cacher, moi, je pensais à ma succession et je me disais finalement, comme maire de Lyon, il ferait pas mal. Et donc, voilà, je suis parti comme ça en lui disant, on va faire une super campagne, ça va le booster. Et après, il vient à Lyon. Et puis, bah, ça a encore mieux marché qu'on ne l'espérait. On a réussi, si vous vous souvenez de la campagne, à faire venir aussi Bayrou qui apportait, on va dire, 10% peut-être, mais qui suffisait pour pouvoir gagner, et il devient président de la République. Bon, au passage, tant qu'on parle des débuts d'Emmanuel Macron, est-ce que selon vous, la République en marche perdurera-t-elle au président de la République? Je pense, si vous voulez, que la République en marche, c'est pas un parti. C'est une multitude, enfin une série d'individus qui sont tous différents. Et alors, ça ne forme même pas des courants idéologiques, parce que l'un qui est contre les autres sur tel sujet va être avec les mêmes sur tel autre sujet. Donc tout ceci est un peu confus, et je pense que ce qui a manqué, c'est justement une réflexion théorique, idéologique, qui permette de tracer une voie claire pour l'avenir de la société. Bon, on va reprendre un peu le fil de l'histoire. On connaît la suite, vous l'avez dit, Emmanuel Macron est élu président de la République en mai 2017. Beaucoup d'analystes alors vous voyaient soit à Matignon, car premier soutien de poids d'Emmanuel Macron, d'autres à l'industrie, comme vous en rêviez pendant le mandat de François Hollande. Pour autant, vous êtes nommé au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ce choix de la part du président et de vous-même? Alors, si vous voulez, d'abord, sous François Hollande, j'ai jamais voulu être ministre de l'Industrie. Il se trouve que je ne l'ai appris après, que Valls y avait songé, mais je n'en avais jamais entendu parler. Et moi, je ne voulais rien du tout. Je voulais rester à Lyon, et j'aurais mieux fait d'ailleurs d'y rester. Et donc, un jour, quelque temps après enfin, entre les deux tours, quelques jours avant le deuxième tour, Emmanuel Macron donc m'appelle, je traversais des couloirs, il me dit tiens viens 2 minutes Gérard, et il me dit j'ai pensé à toi pour être ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, moi je sais pas, par exemple l'urbanisme, les transports, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Je sais construire des villes, je sais organiser un territoire. Ministre de l'Intérieur, d'abord c'est extrêmement vaste, puisque ça va de toute l'administration, les préfets, la police, les pompiers, la gendarmerie, etc. etc. C'est vraiment un ministère extrêmement vaste. Et donc, j'y pensais pas. Je lui dis, écoute, tu me donnes quelques jours pour réfléchir. Alors, tout le monde était contre le fait que je m'en aille, hein. Ma femme, mes enfants, mes amis, etc. Puis à un moment donné, je me dis, je peux quand même pas avoir fait ce chemin pour lui. Puis au moment où il me demande de venir, de lui dire, bah non, écoute, excuse-moi, j'ai autre chose à faire dimanche prochain. Donc finalement, le lundi, j'accepte. Et quel est du coup le projet que vous avez le plus aimé mener au sein de ce ministère régalien? Alors on va dire, c'est un ministère extrêmement vaste. Alors comme vous le savez, moi j'arrive, nous sommes encore dans l'état d'urgence après les attentats de Paris. Et donc, le premier point sur lequel je me penche, c'est de sortir de l'état d'urgence.
Mais on ne peut pas sortir de l'état d'urgence comme cela en se disant tout ira bien, il n'y aura plus d'attentats, etc. Et donc il faut que je présente un projet de loi pour pouvoir continuer à lutter contre le terrorisme. Projet qui s'appelle Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Et je vais trouver un certain nombre de députés. Et ils me disent ah mais Gérard, tu n'y penses pas. On ne veut pas du tout de projet de loi. Ça va être liberticide. On vient de sortir de l'état d'urgence, nous on reste comme ça. Ah, je leur dis les amis, si c'est comme ça, moi je m'en vais tout de suite, hein, parce que je ne veux pas avoir demain 20 morts sur la conscience. Vous voyez, une des choses à laquelle je pensais le plus lorsque on va dire les premiers mois où j'étais à Beauvau, c'est qu'on me réveille une nuit en me disant il y a 10 morts quelque part, quoi. Parce que ça, vous avez conscience de la responsabilité que vous avez. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi des lois qui étaient un peu difficiles sur l'asile et l'immigration. C'est pas là que vous faites des amis forcément, mais enfin il faut, on le voit bien, assurer les problèmes de sécurité, faire en sorte que la France ne connaisse pas de problèmes trop aigus comme on les voit en ce moment. Moi ce que j'aimais bien c'était les réunions avec les préfets parce que ça vous donnait l'idée de ce qu'est la France. Il faut savoir que les préfets vous envoient toutes les semaines à peu près donc une note d'ambiance sur leur département. Et donc ça vous donne, alors vous ne les lisez pas toutes, hein, parce que le ministère de l'Intérieur c'est un ministère de notes entre ce qu'on vous envoie de la police, de la gendarmerie, des préfets, enfin bref, de toute une série. Vous avez des piles comme ça chaque jour. Donc j'essayais de lire tout ce qui était sécurité et terrorisme, mais sur le reste, ils vous donnent des notes d'ambiance. Il y a l'agriculture qui ne va pas, il y a telle usine qui va fermer, il y a ceci qui pose des problèmes. Et donc ça vous donne un peu une température de ce qu'est la France et donc des différentes problématiques qu'elle va pouvoir rencontrer. Et donc j'aimais bien ces moments-là. Puis j'adorais travailler avec mon cabinet, j'avais des gens qui étaient tout à fait remarquables. En général, je partais de Lyon, je rentrais une fois tous les 15 jours, je partais de Lyon le dimanche vers 4 heures et nous dînions ensemble pour préparer la suite de la semaine et regarder les dossiers ensemble. Et pour moi, ça a été des moments merveilleux. Après 1 an et 4 mois, vous démissionnez avec fracas du ministère de J'ai l'Intérieur. essayé de le faire le plus discrètement possible. On a le sentiment que votre départ est la conséquence de plusieurs désaccords avec le chef de l'État. Également, certains disent que l'affaire Benalla vous a affecté. À quel moment précis avez-vous compris que votre retour à Lyon était inéluctable? D'abord parce que je voyais Lyon prendre, on va dire, une trajectoire qui n'était pas forcément la mienne. Parce que la victoire des Verts n'a pas été comme ça totalement fortuite. On avait commencé à un peu déraper, enfin pour ce qui me concerne, on peut penser évidemment ce que l'on veut, mais dans ma conception de l'agglomération lyonnaise, ce n'était plus ça. Donc je me disais, là il y a un véritable problème. Puis ensuite, c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de désaccords sur lesquels je préfère rester discret. J'en parlerai peut-être un jour. On va dire que grosso modo, Emmanuel Macron me trouvait trop sécuritaire. Et donc sur un certain nombre de points, moi j'ai dit, dans ce cas-là, je m'en vais. D'accord. Donc, en quittant la place Beauvau, vous aviez affirmé que demain nous allions vivre face à face. Le 2 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé un plan de lutte contre les séparatismes. Qu'attendez-vous précisément du chef de l'État sur ce sujet? Je viens de faire une petite interview là, et après avoir vu son discours sur le séparatisme, et j'ai dit tiens, enfin, Macron fait du colon. Si vous voulez, parce que je pense que c'est un véritable problème. Qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle L'archipel français. Si vous ne l'avez pas lu, lisez ce livre, il est absolument extraordinaire. Et il montre une France qui est totalement fractionnée, une multitude d'attitudes par rapport à la vie, par rapport à la société, et donc une difficulté de plus en plus grande à se comprendre et à former nation.
Donc, moi, j'avais déjà cette vision et donc le fait qu'ils prennent ces problèmes à bras-le-corps. On les avait déjà vus quand j'étais au ministère. Toute une série de points, c'était les points qu'on avait déjà travaillés quand j'étais au ministère, où je travaillais à la fois avec l'ensemble des représentants des religions, des leaders religieux, avec évidemment ce que je voyais par l'intermédiaire des préfets, ce que je pouvais voir sur la scène internationale. Parce que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous faites partie du Conseil de défense, c'est-à-dire le petit lieu clos là où il y a une dizaine de personnes et où vous examinez tous les problèmes du monde. Donc vous apprenez quand même des choses, on va dire, que vous ne connaîtriez pas si vous n'étiez pas dans ce lieu. Vous avez le chef d'état-major des armées, vous avez le ministre de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, le président, le Premier ministre, etc. Et les différents responsables de la sécurité, des GSI, etc. Donc je voyais un peu l'état du monde et je voyais que les choses étaient assez compliquées. Le fait qu'aujourd'hui il essaye de prendre en main, ça va être extrêmement difficile. Parce que tant qu'on est, je veux dire, dans le discours, ça va, mais le jour où il va traduire ça dans un texte de loi, à mon avis, vous allez entendre des hurlements. Hein. Et en tant que ministre, justement, vous avez travaillé sur ces problématiques, vous aviez lancé la police de sécurité du quotidien, ainsi que des quartiers de reconquête républicaine. L'objectif, c'était de restaurer l'autorité de l'État et lutter contre les communautarismes. Aujourd'hui, l'insécurité explose. Est-ce que, selon vous, cette reconquête républicaine est-elle un échec? En tout cas, nous n'avons pas beaucoup progressé. Si vous voulez, le problème de la France remonte, à mon avis, à 20-25 ans. Et on voit bien, il suffit de regarder l'agglomération lyonnaise, on voit bien que dans des endroits comme Vénissieux, Vaux-en-Velin, vous avez beaucoup de problèmes. Vous regardez les journaux, je disais hier dans le Progrès, vous aviez 4 annonces, l'une qu'un pompier s'était fait attaquer, le deuxième qu'un agent de la police nationale s'est fait lui aussi attaquer, la troisième qu'on avait tenté d'incendier l'église de Rieux, une quatrième, je ne sais plus ce que c'était. Donc bref, il n'y avait que des problèmes. Donc ça veut dire que nous sommes quand même dans un état de grande difficulté. Vous savez, vous êtes jeune, qu'à partir de, je sais pas moi, 1h du matin, sur le début des pentes de la Croix-Rousse, il vaut quand même mieux pas se balader tout seul, quoi. Qu'on peut avoir un certain nombre de difficultés. Que sur les berges du Rhône, quand les jeunes comme vous, mais vous ne buvez pas, mais ceux qui boivent, qui sont un peu défoncés, ils se font piquer leur téléphone, leur portefeuille, etc., par des petits voyous qui se disent, ça y est, c'est le bon moment. Vous allez place Gabriel Péry, vous apercevez que c'est un peu le Bronx, quoi, et donc vous vous dites, ouais, il y a des problèmes dans notre société. Et que proposez-vous pour remédier à ce problème? Ce que je propose, c'est un programme assez vaste hein, qui va d'actions de fond à des problèmes de répression. Sur les actions de fond, à mon avis, tant qu'on ne fait pas une vraie mixité sociale et que vous avez des quartiers où vous avez 80% de personnes, par exemple, qui sont d'origine immigrée et de tel type d'immigration, c'est difficile de dire ici on va faire partager les valeurs de la République parce que ils sont dans un autre monde. Donc c'est dans l'entrecroisement que l'on peut arriver à faire évoluer les gens et à les intégrer aux valeurs de la République française. Donc ça, c'est les problèmes d'urbanisme. Tous les problèmes, à mon avis, sont liés. Les problèmes d'éducation sont évidemment fondamentaux. Et par exemple, le dédoublement des classes par Blanquer est évidemment une très bonne chose. Après, il ne faut pas qu'on fasse des lois stupides. Vous avez par exemple, j'en parlais il y a quelque temps, toute une série de lois, de la loi Dallot, d'une loi sur l'égalité, une autre qui a été faite sous Macron qui s'appelle Elan, qui oblige, quand vous attribuez des HLM, à les attribuer à telle ou telle catégorie de personnes. Ce qui fait qu'à la fin, vous n'avez plus de mixité. Et donc, on est en train de faire deux choses contradictoires. On passe des milliards dans des programmes de rénovation urbaine pour essayer justement de retrouver la mixité. Et de l'autre côté,
on refait effectivement des ghettos. Donc ça ne peut pas marcher, et tant qu'on n'aura pas tranché, résolu ces problématiques, à mon avis, la France ne repartira pas du bon pied. Aujourd'hui, après votre défaite électorale, vous n'êtes plus maire de Lyon ni président de la métropole. Avez-vous l'impression d'avoir été balayé par une vague verte ou d'avoir subi une sorte de rejet de votre personne après 20 ans de pouvoir? Peut-être les deux. Je ne sais pas. Si vous voulez une vague verte, certainement, parce qu'il n'y a pas que Lyon, comme vous le savez, qui donc a vu les effets de cette vague verte. Peut-être que bon, les gens qui avaient envie, qui étaient favorables, on va dire, ils ne se sont pas déplacés. Ceux qui étaient défavorables, évidemment, en général, les opposants, quand il y a une forte abstention, ce n'est jamais en faveur de celui qui est au pouvoir. Donc, après, je faisais un peu partie des meubles, ils ont dit c'est la mode, déboulonnons la statue. Pour terminer, Gérard Collomb, après 20 ans à la tête de Lyon, vous êtes redevenu un élu d'opposition. Oui. Certains auraient rêvé que vous preniez votre retraite politique, pourtant Ouais. vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui vous C'est motive pour à... les embêter. Non. Du coup, qu'est-ce qui vous motive à continuer la politique Non, si vous aujourd'hui? voulez, je me vois, comme on dirait dans ce milieu, comme un lanceur d'alerte, en disant attention, là, vous allez vous casser la figure. Alors, j'ai lancé un certain nombre d'alertes, on va voir. Par exemple, vous savez que nos amis écologistes sont absolument contre la 5G. Je veux dire, ici, on est la deuxième ville du numérique. Si vous avez la 5G à Paris et que vous avez la 4G à Lyon, évidemment, les gars, ils ne vont pas rester là avec une puissance de débit, une connexion qui est plus faible que là-bas. Ils vont partir ailleurs qu'ici. Sur le problème, par exemple, de la mobilité, j'ai dit, tant que vous avez le tunnel de Fourvière, vous avez tous les gens qui traversent la France, qui le prennent, comptez pas réduire les problématiques sur l'autoroute A7. Sur les problèmes de société, ils disent on va construire plein de logements sociaux. Je leur dis d'accord, mais si vous n'avez pas une mixité, vous allez refaire ce qu'on essaye de réparer maintenant. À la Duchère, dans le 9e arrondissement, il y avait 80% de logements sociaux. Et je voyais, moi j'étais jeune à l'époque où j'ai commencé, j'étais dans les conseils d'administration des offices HLM. Je voyais chaque année le revenu des gens baisser. Puis après, je ne les ai plus vus vivre que d'allocations sociales. On ne peut pas avoir une société équilibrée dans ce genre de choses. Alors voilà, j'essaye de lancer des alertes. Sont-elles entendues? À mon avis, non. Au moins, j'aurais parlé pour l'histoire et surtout pour vous. Merci beaucoup.